En octobre 1994, 3 jeunes cinéastes disparaissent tandis qu'ils créent un reportage sur la sorcellerie. En 1995, on a retrouvé les caméras avec toutes les vidéos de leur parcours dans la forêt jusqu'à leur disparition. À ce jour, les 3 cinéastes sont toujours portés disparus. L'histoire que je viens de vous raconter est complètement fausse. Si cette histoire a été racontée comme élément marketing afin d'attirer des spectateurs à la sortie du film, c'est en vérité de la pure fiction. Les 3 protagonistes, ou plutôt les acteurs, ont gardé leurs noms originaux pour le film et se sont fait très discrets à sa sortie. Mais ce sont bel et bien des acteurs et ils n'ont jamais réellement disparu. The Blair Witch Project est interdit au moins de 12 ans à sa sortie en salle française et au moins de 16 ans lors de sa diffusion à la télévision. Mais est-ce que ce film fait si peur que ça? Que s'y passe-t-il de si effrayant si le lore autour du film était très vendeur et a attisé la curiosité malsaine du public? Il a aussi terrorisé toute une génération. Mais comment a-t-il réussi à faire si peur et fait-il toujours aussi peur aujourd'hui? Et en dehors de cette question du côté effrayant du film, est-ce qu'il mérite toujours autant d'engouement aujourd'hui? Selon moi, la réponse à ces questions est plutôt mitigée et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. The Blair Witch Project cumule plutôt des bonnes notes, ou du moins une moyenne plutôt correcte, 3,6 de moyenne pour les critiques presse recensées par Allociné, 3 de moyenne pour les spectateurs Allociné, 3,3 de moyenne sur Letterboxd, ou encore 6,1 sur 10 de moyenne sur Sens Critique. Les Inrecuptibles, avec une note de 4 sur 5, nous disaient « Le projet Blair Witch renouvelle efficacement un genre épuisé, enfin un film d'épouvante qui fiche les jetons. » Et Télérama, avec la note de 2 sur 5, ce pseudo-cinéma vérité produit le contraire de l'effet escompté, une décourageante impression de simulacre et d'artifice, la faute aux acteurs, peu à l'aise dans leur crise de terreur improvisée. Ce ne sont que 2 exemples de critiques, mais ils reflètent en effet le fait que le film divise. Il a eu beaucoup de nominations et de prix en tout genre, comme le prix de la jeunesse en film étranger au Festival de Cannes, ou encore des nominations aux Stinkers Bad Movies Awards, dont pire film et pire actrice pour Heather, et plus grosse déception aux côtés de Eyes Wide Shut de Kubrick, sorti la même année en 1999 notamment. On ne peut pas enlever au film son triomphe lors de sa sortie en salle en 1999, triomphe sûrement dû en grande partie au marketing bien ficelé dont je vous parlais tout à l'heure. Les acteurs étaient prétendus disparus, voire morts. Pour renforcer cette illusion, un site internet avait même été créé. Il y retraçait la légende de la sorcière de Blair, avec des faux articles de journaux, des fausses photos d'objets retrouvés et des témoignages purement inventés. Les 3 acteurs et actrices du film ont été interdits d'apparaître en public lors de la sortie du film et leurs familles, leurs parents, etc. recevaient même des messages de condoléances. L'affiche censée promouvoir le film déclarait « On n'a pas eu autant les jetons au cinéma depuis Shining », Shining, autre film de Kubrick réputé pour être effrayant. Le marketing a beaucoup joué en passant par le bouche à oreille. Cette stratégie virale totalement inédite pour l'époque, a réussi à faire exploser la curiosité du public. Résultat, avec son budget, disons plutôt minuscule, le film a rapporté des sommes astronomiques. Car oui, ce qui est assez impressionnant et qu'on ne peut pas enlever au film, c'est qu'il a eu un budget de maximum 60 000 $. Ce qui en fera en fait le film le plus rentable de tous les temps. Il rapporte plus de 248 millions de dollars au box-office. Un retour sur investissement juste énormissime. Avec des chiffres pareils, on peut penser à des films comme Avatar de James Cameron, sorti en 2009, qui est celui qui rapporte le plus au box-office, bien que le film a coûté beaucoup plus cher en production, et Paranormal Activity, sorti également en 2009, qui avec un budget souvent déclaré moins important que celui du projet Blair Witch, a remporté au box-office mondial près de 194 millions de dollars. Alors si ces chiffres semblent impressionnants, il y a une autre réalité en interne pour ceux qui ont participé à la création du film. Et surtout pour les acteurs-actrices. Joshua Leonard, un des acteurs du film, déclare
En 1999, le distributeur de BWP a prétendu avoir sorti le film indépendant le plus rentable de tous les temps, acheté pour 1 million de dollars, ayant rapporté plus de 250 millions de dollars, alors qu'en interne, il nous a dit qu'il perdait de l'argent à cause des dépenses marketing, de sorte que nous pourrions finir par lui devoir de l'argent. Il déclare également: comme nous avons utilisé nos vrais noms dans le premier film, le studio nous a réclamé des droits d'auteur. Nous avons dû les poursuivre devant un tribunal fédéral pour récupérer nos noms. Une source a déclaré à la presse que nous, les acteurs, avions reçu 4 millions de dollars pour racheter nos points de propriété, alors qu'en réalité, nous avons gagné 300 000 dollars et nous n'avons jamais touché un centime de plus. Derrière la success story du sujet, il y a donc une vérité bien plus amère, celle d'acteurs et actrices laissés de côté par une machine marketing beaucoup trop grande pour eux. Au-delà de son succès au box-office, le film de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez peut se vanter d'un autre exploit. Selon une étude de 2021, il serait le film le plus terrifiant de l'histoire. L'étude a analysé plus de 50 000 critiques d'internautes, en comptant le nombre de fois où des mots comme terrifiant ou effrayant ont été utilisés. Selon cette logique, les films les plus terrifiants seraient The Blair Witch Project, The Ring, L'Exorciste, Conjuring et Ça de 2017. Alors, à ce stade de mon récit, vous pouvez toujours visionner le film si ce n'est pas encore fait, mais vous pouvez aussi bien sûr continuer de m'écouter si vous vous en fichez complètement de vous faire spoiler entre guillemets l'expérience du film. Quand on regarde The Blair Witch Project aujourd'hui, on est loin des jumpscares et des effets visuels et sonores des codes de l'horreur auxquels on est habitué aujourd'hui. Aucune réelle apparition maléfique, aucun méchant à l'écran, aucun monstre, aucune scène gore, rien. Le film joue entièrement sur le hors-champ, la suggestion et l'imagination du spectateur. Point très important, le film est un des précurseurs des films en found footage. L'histoire fait mine qu'on a retrouvé les archives vidéo des personnages. Même si en réalité, vous l'aurez compris, ceci est une mise en scène. On se met à la place de ces personnages perdus dans une forêt sans fin, alors on a peur avec eux quand ils sont perdus en plein jour, ou qu'ils sont obligés de camper en pleine nuit et qu'ils entendent des bruits étranges. Ou encore quand un des trois disparaît et qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'il a bien pu passer. On est tendu lors des scènes de nuit, lorsqu'on a peur de voir des apparitions dans l'obscurité. Quant à la fin du film, notre imagination fait le travail. Puisqu'à la fin du film, la caméra est posée en plan fixe, qu'on entend le cri d'un des personnages, mais qu'on n'a en fait aucune idée de ce qui est en train réellement de se passer. Du moins, nous n'avons aucun élément visuel nous permettant de comprendre l'ampleur de la situation et ce qui s'y passe réellement. Alors, pour ma part, j'ai enfin vu ce grand classique du cinéma d'horreur cette année en 2025, et honnêtement, je ne m'attendais pas à grand chose parce que j'avais entendu que le film avait sûrement vieilli, mais j'avoue que même si je ne m'attendais pas à grand chose, j'ai quand même été assez déçue. Si le concept du found footage associé à l'horreur était sûrement brillante pour l'époque, le résultat du film est vraiment questionnable. Si on prend le film tel quel, sans tout le marketing autour de sa sortie à l'époque. L'horreur, si on peut à proprement parler appeler ça de l'horreur, est sûrement de l'horreur psychologique. Alors j'avais du stress et de l'appréhension pendant mon visionnage, de découvrir des jumpscares, d'être surprise, d'avoir peur de sursauter à certains moments, mais au final, il n'y a absolument aucun jumpscare dans le film. En fait, c'est vraiment différent des codes, comme je le disais, des codes horrifiques auxquels on est habitué actuellement. Et ça, je ne le critique pas, parce que c'est vraiment original et différent de ce que j'ai été habituée à voir. Mais pour la fameuse question de est-ce qu'il fait peur toujours aujourd'hui comparé à sa sortie, donc disons plus de 25 ans après sa sortie, alors personnellement, il m'a fait ressentir un peu d'appréhension, mais il ne m'a pas du tout effrayée. Je salue quand même le fait qu'une des scènes les plus effrayantes du film est une scène où les personnages observent des feuilles d'arbres. Ils ont réussi à créer de la tension en plein jour à la simple vision de feuilles sur des arbres.
Ça pour le coup, je trouve que c'est assez fort. Alors maintenant, on va parler d'un des concepts du film. Alors un des concepts, c'est qu'à partir du moment où les personnages se retrouvent dans la forêt, se retrouvent perdus dans la forêt, les images de leur caméra, donc ils ont deux caméras avec eux, se mettent à bugger. Et les coupures au niveau de l'image donnent un rythme très particulier au film. Et elles sont en elles-mêmes très rythmées puisqu'il n'y a pas d'évolution à ces bugs. Personnellement, j'ai trouvé cette mise en scène plutôt insupportable. Mon visionnage était très pénible, surtout pendant les scènes de jour où je trouvais que les bugs, entre guillemets, étaient juste inutiles. Ils sont stressants pendant les scènes de nuit. On ne sait pas ce qui va nous attendre dans l'obscurité. Ils participent au stress et à l'angoisse, certes, mais vraiment pas assez exploités pour rendre le visionnage vraiment flippant ou du moins intéressant. C'est une excellente idée de base, je trouve. Et même le fait que ce soit insupportable à regarder aurait pu être une idée intéressante. Mais là, les bugs d'image n'évoluent pas et je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait pu être de pire en pire. Il y aurait pu aussi avoir des bugs sonores, des distorsions des voix, des disparitions du son, même visuellement toujours. Une déformation des couleurs, des formes, etc., des images. Mais on n'a rien de tout ça. J'ai eu beaucoup d'espoir au moment où on voit Heather se filmer dans le noir. Elle est en train de pleurer et elle se filme. À ce moment-là, il y a un espace volontairement très noir et vide à la gauche de son visage. Mais cet espace n'est pas réellement utilisé, si ce n'est pour titiller notre imagination et notre appréhension. J'imagine qu'on peut saluer le fait que ce plan cinématographique ne soit pas tombé dans la facilité. Mais personnellement, j'ai juste été déçue. Alors, avec cette fin pour le film, on peut en conclure que l'imagination de notre cerveau fait parfois bien plus peur que les images qu'on peut nous montrer. Mais ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. En résumé, pour ma part, j'ai trouvé le film désagréable. En plus, les personnages ne cessent de se plaindre et sont aussi insupportables. Et je n'y ai trouvé aucun intérêt, en tout cas à ce moment-là, en 2025, que ce soit d'un point de vue émotif ou purement artistique, comme un goût d'inachevé, disons, à l'instar du documentaire créé par les trois protagonistes du film. En conclusion, si ce film a effrayé à sa sortie, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui et n'est plus forcément si intéressant dans sa forme brute, hors contexte, marketing et historique. Des reboots du film ont connu le jour depuis, mais les acteurs et actrices sont toujours autant laissés pour compte. Joshua, toujours un des acteurs du film, a déclaré à propos de ses autres films: notre film a été rebooté 2 fois, et les 2 fois ont été décevantes du point de vue des fans, du box-office et de la critique. Aucun de ces films n'a bénéficié d'un apport créatif significatif de la part de l'équipe d'origine. En tant qu'initié ayant créé les films Blair Witch et ayant écouté ce que les fans aiment et veulent depuis 25 ans, nous sommes votre arme secrète la plus importante, mais jusqu'à présent inutilisée. Pour moi, le réel intérêt à visionner The Blair Witch Project aujourd'hui se situe dans une curiosité historique et ou cinéphile. Mais peut-être pas comme un réel film d'horreur, ni comme un film avec une démarche artistique aboutie. The Blair Witch Project, en soi, pour aujourd'hui en tout cas, c'est pas forcément un bon film, mais une véritable leçon, pour le coup, sur la transmission des légendes. Des légendes qu'on raconte, qu'on transforme, et qui échappent complètement à ceux qui, à l'origine, les ont créées.